C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons dans Craquer l'époque Hajar Hazel pour la suite de notre conversation autour de son roman Le sens de la fuite, publié chez Gallimard. Ce roman raconte l'histoire d'Alice, une jeune journaliste qui tourne le dos à la vie terne en France, à l'ennui, à la vie programmée et qui part documenter les révolutions arabes, en particulier en Égypte. Elle ne fera pas que ça, puisqu'elle ira dans d'autres pays. Elle retrouvera notamment l'Algérie où son père est né. Hajar Hazel, vous avez décidé d'écrire la révolution, de commencer par une écriture de la Révolution, et vous dites d'ailleurs, non pas avec Alice, mais avec Bassem. Donc Bassem, c'est un journaliste égyptien, et c'est lui qui sert un peu de fixeur. Alors pour préciser ce que c'est qu'un fixeur, on va dire que c'est quelqu'un qui vient aider à informer sur la situation, quelqu'un du pays qui vient aider à informer sur la situation, donner des contacts, etc. et souvent aussi organiser la sécurité. Il est très invisibilisé, généralement, le fixeur. Et donc Bassem, lui en tout cas, c'est viscéral en fait, la Révolution. C'est sa révolution. Et donc pour lui, il explique la chose suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? C'est d'abord une révolution contre soi-même que l'on doit commencer. Une révolution contre soi-même, contre la société et contre les normes. Vous vouliez dire la révolution depuis Bassem ? Oui, c'est très juste et il y a certains lecteurs qui m'ont dit le vrai héros de ton roman c'est Bassem et oui et je pense, enfin, peut-être qu'il y avait deux mouvements dans le texte. Il y a le fait de gratter le vernis des héros qui sont déjà très héroïsés, qui sont les journalistes de guerre, pour essayer de les raconter avec humilité aussi, enfin avec humanité, parce qu'on est humain, on traverse parfois des choses difficiles et c'est le cas de mon personnage. Je voulais montrer ses vulnérabilités aussi. Et de l'autre côté, effectivement, peut-être mettre plus de lumière sur des personnages qui ne manquent pas de contradictions aussi. Et Bassem, c'est quelqu'un aussi qui peut être par moments un peu machiste, qui peut vraiment pérorer et beaucoup parler, ne pas forcément écouter, mais qui est un personnage flamboyant et qui, lui, en fait, a vraiment vit la révolution en ayant inclus la possibilité de la répression, de la mort. Enfin, ça va vraiment jusque-là. Et c'est peut-être un hommage aussi aux journalistes locaux, journalistes marocains que je connais. J'en ai beaucoup d'amis qui font ce travail et qui essaient de le faire avec dignité, avec intégrité. Et c'est pas facile, vraiment, à la fois en termes de temps, d'économie et de liberté, en fait, aussi de travail. Donc si c'est un hommage aux journalistes locaux, mais je peux pas ne pas penser à Gaza aussi, tous les journalistes auxquels on apprend ce qui se passe, puisque les journalistes internationaux ne peuvent pas y aller et qui sont tués en fait délibérément. Donc oui, c'est une pensée pour eux. C'est vrai qu'il y a une asymétrie qui est fondamentale, parce que y a celui qui est là, qui restera tout le temps là, et qui en subira bien sûr les conséquences s'il y a répression. Alice, finalement, elle a un côté un peu léger, elle part quand elle veut en fait. Et ça, cette asymétrie fondamentale, moi je l'ai vécu moi-même dans les terrains quand je suis parti en Syrie, c'est qu'il y a toujours cet écart entre ceux qui restent, qui seront là, et qui prennent des risques d'ailleurs bien plus importants, et puis ceux qui ont la possibilité de partir. D'ailleurs, le départ est partout dans votre livre. Il y a toujours un peu une mosaïque des départs. On ne part pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un moment qui m'obsède, qui m'intéresse. Il y a une phrase, pour le coup, quand vous m'avez demandé de choisir des extraits que j'ai pas choisis, mais que j'adore, c'est celle du voyage de Louis-Ferdinand Céline, où il dit c'est cela l'exil, l'étranger, c'est quelques heures uniques dans la trame du genre humain, où les habitudes du pays précédent vous abandonnent, avant que celles du pays d'arrivée ne vous aient encore abruti. Et moi, ce moment-là, c'est ce moment liminal, si on veut utiliser un mot un peu savant, mais c'est un moment vraiment que je trouve depuis lequel l'écriture jaillit, probablement forgée par mes propres allers-retours aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors c'est très rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens avec des métiers différents, diplomates, humanitaires et tout, qui se sont reconnus aussi dans ce qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qui on laisse derrière soi aussi, et comment ces figures-là continuent à nous accompagner malgré tout par la pensée ou par ce qu'ils nous ont laissé en fait en nous, tout simplement. Oui, il y a quelque chose qui a été un peu démystifié dans ce livre, c'est le contraste de monde. Parce que chez Alice, on voit bien qu'elle a un désir de monde, évident. Elle a un désir de vaste, elle a un désir de voyage, d'horizon, d'aventure. Et en fait,
elle fait que s'enfermer dans des univers quand même un petit peu étroits. En gros, au Caire, elle passe son temps dans un vieux rad où elle ne trouve que les mêmes militants, toujours, qui ont d'ailleurs un petit faible avec l'alcool. Il y a beaucoup d'alcool dans votre livre. Donc on imagine que c'est quand même un petit milieu assez, assez singulier. Elles sont toujours donc des mêmes qu'elle au fond finalement, et peut-être qu'on a l'impression qu'elle s'interdit une exploration un peu plus en profondeur de la société égyptienne. Finalement, au fond, c'est pas le vase qu'elle a, elle est dans un monde complètement étroit. Et pourtant, en France, ses copines, quand elles savent que Alice va partir en Égypte, dans une autre société, elle est prise comme une grande exploratrice. Oui, et c'est peut-être le personnage d'Ilyes, duquel on va sûrement parler, qui l'amène à s'interroger sur les choix en fait qu'elle a fait professionnels auparavant et quel héros elle ne voyait pas en fait aussi, elle qui s'intéresse. Quelques mots sur Ilyes. Ilyes, donc c'est un jeune homme qui lui est algérien, part d'Algérie et rejoint la France et là s'essaye, s'ouvre une nouvelle vie, fuit une existence là aussi dans laquelle il considère qu'il n'a pas d'avenir et rêve en fait d'une réussite ici en France. Oui, c'est ça, et c'est un personnage donc elle va rencontrer sur un quai de métro. Lui vient d'arriver, elle et à un moment vraiment de passage à vide où en plus c'est le jour de l'anniversaire de la mort de son père et il y a quelque chose, il y a une forme de parallélisme qui va se créer entre son père et Ilyes, et à travers lui il y a un moment où justement elle dit, le narrateur dit Alice connaît bien ce trajet aussi bien qu'on peut le connaître sous format papier journal, le trajet des sans-papiers qui viennent en France, et c'était une façon aussi de dire oui, en fait, oui, elle sait très bien à peu près par quelle ville il passe, etc. Mais est-ce que c'est ça, connaître une existence? Et peut-être c'est à ce moment-là que Alice s'ouvre, peut-être laisse entrevoir plus d'émotions, de vulnérabilité, aussi d'attachement, et elle va l'aider en fait aussi à retrouver sa mère ensuite qui va disparaître. Et à nouveau, c'est une façon d'héroïser ce personnage. C'est un personnage qui va lui sauver la vie d'abord. Ilyes va sauver la vie d'Alice. Et moi, oui, je voulais vraiment que ce personnage-là, comme Bassem, comme Wassila ensuite, soit un personnage vivant, flamboyant, plein de joie. Là où on s'attendrait qu'Alice le soit, elle ne l'est pas parce que comme vous le disiez, elle est enfermée en fait avec ses démons. Mais est-ce que vous avez aussi voulu un peu, faire une forme de critique de la sociologie de la profession des journalistes qui finalement se retrouvent pas dans des huis clos mais presque, c'est-à-dire dans des mondes un petit peu fermés et qui pourraient prendre le risque d'ailleurs de se couper du reste de la société. J'en veux pour exemple le fait que Alice, Bassem aussi en fait, n'en reviennent pas de l'échec de la révolution égyptienne. Et donc il y a quasiment en fait une négation du réel, comme s'ils l'ont pas vu venir, mais ils l'ont peut-être pas vu venir aussi parce que justement on s'enferme trop facilement avec les mêmes que nous. Alors oui et non, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a intéressée, la façon dont j'ai essayé de construire le personnage d'Alice, c'est aussi quelqu'un qui est hybride. Alice, elle est d'origine algérienne. Elle s'appelle Alice, et d'ailleurs, on comprend qu'elle aurait pu s'appeler Anya, mais que ses parents ont fait un choix différent, parce que voilà, c'était le nom de sa grand-mère et c'est un prénom berbère. En fait, au final, son père meurt, il était éditeur, mais il a été déclassé. C'est sa mère qui l'élève et elle est secrétaire. Donc en fait, sa sociologie, elle est pas si privilégiée que ça. Et c'est vraiment cette hybridité qui fait que d'un côté, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du caprice, parfois, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas réussi aussi bien que je voudrais sur le plan professionnel, mais il y a quelque chose peut-être d'une blessure encore plus profonde, enfouie, que ce livre va amener à apaiser. Et de l'autre, je pense aussi que moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter vraiment l'exaltation du moment. D'où ce rapport à l'absolu dont on va parler dans pas longtemps. C'est comment à un moment une idée vraiment peut nous rendre fous. Et Bassem dit ça à un moment, les idées nous ont rendus fous. Je sais pas si c'est des raisons sociologiques, mais c'est peut-être des raisons politiques ou des raisons de croyance, quoi. Vraiment, dans ma vie, dans quoi j'ai décidé de croire. Et là, les idées, c'est quelque chose qui prend de la place dans la vie de Bassem et peut-être un peu d'Alice aussi. Alors on voit quand même clairement une critique du journalisme, du monde des reporters, parce que on pourrait trouver qu'ils s'intéressent assez peu au pays qu'ils couvrent, pour certains d'entre eux bien sûr, qu'ils restent parfois un peu à la surface. Comment diriez-vous cette critique que vous adressez à l'égard des journalistes? C'est-à-dire, vous dites d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans les mots de Bassem, pour être un bon journaliste de guerre, il ne faut pas être trop intelligent. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue. Non, en fait, à nouveau, il y a vraiment... Alors, bon, là, j'ai parlé de la partie recherche. J'ai entendu des phrases qui m'ont un peu renversée, justement. On m'a dit, oui, alors cette guerre-là était vraiment intéressante. Hein. J'ai adoré cette guerre. Celle-là, un peu moins, voilà. Et vraiment avec une espèce de distance que j'ai trouvée assez préoccupante. Et de l'autre côté, il y a aussi quelque chose de... En fait, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a quelque chose qui se joue à l'instinct. Et c'est ça que vont rechercher certains journalistes, c'est que
à un moment, quand il y a un danger ou quand il y a quelque chose à faire, en fait, on peut pas réfléchir, on peut pas être dans un rapport rationnel, il y a vraiment quelque chose de corporel. On revient à ce que je disais au début sur le corporel, la place de la pulsion, la place du désir. Et c'est ça, en fait, qu'ils vont chercher, enfin, d'après les entretiens que j'ai pu réaliser. Parce que, en fait, dans ces moments-là, c'est une sorte de sixième sens qui s'active. Et c'est un peu ça que j'ai trouvé intéressant. Et en fait, moi, je le vois dans d'autres professions, la psychiatrie. J'ai des amis très proches qui sont psychiatres et à un moment, ils ont besoin aussi de reprendre du recul par rapport à leur sujet, de faire des blagues, d'en rire. Mais c'est aussi une forme de défense vis-à-vis de son sujet. Donc, c'est peut-être à l'endroit de ces contradictions qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais en effet, c'est quand même une critique de ceux qui ne se posent pas de questions, surtout. Enfin, c'est pour ça que je voulais mettre le doute là-dedans. C'est à partir du moment où on a ce rapport de doute vis-à-vis de sur quoi on s'est trompé. Alice va dire, je me suis trompée sur la Syrie. Et c'était important pour moi, non pas parce que la Syrie est difficile à comprendre, comme certaines personnes le disent. Non, c'est vraiment une histoire de j'ai pas eu le temps. Je ne peux pas... débarquer dans un pays comme ça et immédiatement imaginer que je vais pouvoir le raconter. Donc à la fois, c'est peut-être montrer les doutes pour mieux raconter que c'est une position difficile, celle de journaliste, de savoir d'où on raconte et jusqu'où on peut aller et où est-ce qu'il faut s'arrêter, tout en critiquant peut-être, en fait, la vraie critique, elle est plutôt vis-à-vis des grands médias mainstream avec des journalistes qui sont pas forcément, qui passent de sujet en sujet avec des grosses audiences et qui sont beaucoup dotés de moyens, etc., mais qui n'ont peut-être pas d'espace pour ce doute. J'ai l'impression qu'il est essentiel. Et d'ailleurs, ceux que j'ai rencontrés l'ont vraiment beaucoup. Oui, elle va partir en Syrie parce que finalement, au fond, la révolution égyptienne ne suscite plus le même intérêt. Il y a de moins en moins de papiers à écrire. Même elle, d'ailleurs, éprouve de moins en moins de créativité ou en tout cas de désir d'écrire sur la révolution égyptienne. Elle se retrouve en Syrie où ça va être très rapide dans le livre, mais ça reste une expérience qui va profondément la toucher puisqu'elle rejoint Alep en juillet 2012. Alors, il y a quelque chose qui est très net chez Alice, qui est un sujet très moderne de ce point de vue-là, c'est qu'elle a besoin de beaucoup ressentir. Elle a besoin de ressentir les choses. Vous avez parlé de pulsion de vie, vous avez parlé de désir. Elle a besoin de s'en donner à épuisement. Elle a besoin de l'excès. C'est un peu une figure de l'excès. Et j'ai vraiment envie de demander, mais qu'est-ce que vous vouliez raconter avec cette subjectivité, me semble-t-il, hyper moderne qui recherche à ressentir. Et pour ressentir, il faut être dans l'excès. Je vous cite, être une bête, embrasser les inconnus, s'enivrer. Alors, c'est peut-être là que mon roman croise aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est les héroïnes et les femmes, en fait, aussi journalistes de guerre, parce que là on n'a pas de journaliste de guerre, mais là c'est une femme journaliste de guerre, et c'est une femme qui aussi s'écarte d'un peu la ligne droite qu'on lui a dressée de c'est quoi être une bonne femme, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement d'avoir une héroïne qui dérange, une héroïne contradictoire. Et je crois qu'au fond, même, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre dans mon écriture, d'avoir même d'aller jusqu'au clivage, quoi, que le lecteur puisse se dire ça existe des gens comme ça, des femmes comme ça. Et je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, moi, j'ai pas lu, en fait, tout simplement du fait que j'ai pas lu tant de personnages féminins comme ça, et j'ai peut-être eu envie tout simplement de les faire exister parce que moi je les trouve intéressants. Puis c'est aussi parce que c'est des personnes que j'ai plaisir à rencontrer aussi dans la recherche, que j'ai découvert en préparant ce livre notamment une journaliste qui est citée en exergue qui s'appelle Elisabeth Eberhardt, qui est allée en fait en Algérie, qui est morte à 27 ans, qui est allée en Algérie, qui était journaliste là-bas pendant la colonisation, qui se déguisait en homme pour rentrer dans les confréries soufis. Et quand on lit sa vie et qu'on se rend compte qu'elle est morte à 27 ans, on a l'impression qu'en fait, elle est morte à 40 ans tellement elle a fait deux choses. Elle était proche de Lyautey, donc elle était à la fois journaliste mais un peu informatrice. Donc elle racontait quand même, Lyautey qui était résident général au Maroc, donc voilà, qui faisait partie de l'appareil colonial. Et je trouve très intéressante ces figures-là en fait de femmes qui circulent dans des milieux interlopes, qui font des choses qu'on n'attend pas d'elles. Et je pense que c'est une quête littéraire au fond de raconter ce type de femme. Et puis c'est vrai que c'est peut-être que cette quête de l'excès, ou en tout cas de l'intensité, c'est devenu aussi une aspiration sociale quand même assez partagée, qui contraste peut-être probablement d'ailleurs avec les vies un peu ternes qu'on est sans doute tenu de mener ici ou là. Et sur le coup, quand on est reporter de guerre, s'il y a quelque chose qui n'est pas terne, c'est bien la vie quotidienne dans ces moments-là. Mais justement, chez elle, il y a ce désir finalement d'intensité qui est toujours un peu déçu. Et c'est-à-dire qu'à force d'exciter la sensibilité, on devient saturé, et puis c'est le burn-out, ça explose. Oui, c'est vraiment... c'est le paradoxe, c'est que c'est quand on s'habitue à des choses intenses, le quotidien devient impossible à soutenir. Et c'est pour ça que je pense... en tout cas pour ce personnage-là, c'était la source de l'intensité ou de la déception ou du deuil, peut-être pas réglé, qui était un peu... qui alimentait en fait ce besoin d'intensité. Et oui, l'époque est excessive et je trouve intéressant d'avoir des personnages qui nous permettent d'aller
peut-être moi, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de cet excès que peut-être je peux pas m'autoriser dans la vie, d'aller jusqu'au bout d'accord, mais ce serait quoi une vie d'excès? Et dans un roman, on peut le faire. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il y a derrière. On va écouter une lecture de Louis Aragon, Aurélien. Il y a une passion si dévorante qu'elle ne peut se décrire. Elle mange qui la contemple. Tous ceux qui s'en sont pris à elle s'y sont pris. On ne peut l'essayer et se reprendre. On frémit de la nommer. C'est le goût de l'absolu. On dirait que c'est une passion rare. Et même les amateurs frénétiques de la grandeur humaine ajouteront « malheureusement ». Il faut s'en détromper. Ouvrez la porte, elle entre et s'installe. Peu lui importe le logis, sa simplicité. Elle est l'absence de résignation. Si l'on veut qu'on s'en félicite pour ce qu'elle a pu faire aux hommes, pour ce que ce mécontentement a su engendrer de sublime. Mais c'est ne voir que l'exception, la fleur monstrueuse, et même alors regarder au fond de ce qu'elle emporte, ce qui fait le climat du cœur. Elle brisera la voix du chanteur, brûlera les poumons du coureur à pied ou lui forcera le cœur. Elle mènera par une voie étrange la ménagère à l'asile des fous, à force de propreté, par l'obstination de polir, nettoyer, qu'elle mettra sur un carreau de sa cuisine. Jamais parfait, tandis que le feu file, la maison brûle, ses enfants se noient. Alors Ajar Azel, quel est ce choix de livre? Moi, c'est vraiment un passage qui m'a bouleversée en réalité de ce livre d'Aurélien d'Aragon que j'ai lu il y a vraiment longtemps. Mais justement, ça va faire le lien, puisque votre émission est très bien construite, avec ce que je disais avant, parce que c'est pas tellement ce qu'il dit de la recherche de l'absolu chez les génies ou chez les artistes, plutôt chez les ménagères, en fait, qui m'a touchée. C'est ce parallélisme qui consiste à dire une ménagère qui va tellement frotter le mur que le lait va filer et la maison va brûler. Je trouve justement que c'est là qu'il y a quelque chose de romanesque qui n'est pas suffisamment raconté et que, tout simplement, moi, j'ai beaucoup vu autour de moi. Moi, j'ai grandi avec des femmes... j'ai grandi dans une société matriarcale, là où on m'oppose des clichés vis-à-vis du Maroc ou des pays arabes. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une quête littéraire de raconter ce besoin d'intensité chez des figures auxquelles on ne prête pas ce génie-là, en fait. Alice devient, malgré elle, en fait, en réalité, comme beaucoup, j'imagine, de journalistes qui ont vécu cette période, vous dites d'ailleurs la génération des révolutions arabes, donc elle devient progressivement la spécialiste des révolutions arabes, et comme il n'y a plus grand-chose à couvrir en Égypte, on l'expliquait, elle va en Syrie, elle est plongée dans la guerre avec Arnaud, un photographe que la guerre visiblement illumine immédiatement, qui lui aussi, a priori, fuit la Viterne, et alors moi ça m'a fait bizarre, parce que j'étais aussi à Alep en juillet 2012, ça résonnait en moi, un certain nombre d'images. Vous avez choisi d'être très sobre sur son passage en Syrie, et finalement c'est là aussi où vous racontez son écroulement intérieur, parce qu'elle revient psychiquement complètement dévastée de la guerre. Oui, c'était un moment en fait, auquel on s'attend en lisant, puisqu'on voit bien qu'en fait elle va un peu dans le mur avec cette envie un petit peu frénétique. Mais je voulais qu'ils viennent plus tard, que ce soit aussi l'occasion de parler de ce que ça, de l'amnésie traumatique et de ce que ça peut produire aussi, ce besoin de terrain en fait un peu irrépressible. Et je me suis documentée d'ailleurs, et c'est une journaliste japonaise qui est décédée au même moment dont j'ai essayé de m'inspirer pour ce passage. Et à nouveau, en fait, la façon dont la Syrie est décrite, c'est d'abord par le Liban. Elle dit que ça lui rappelle le Liban, et moi c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'au final, ce qu'elle raconte, c'est aussi les correspondances entre ces villes qu'elle aime, où il y a une part d'elle-même que peut-être elle recherche, et que petit à petit, le puzzle va s'assembler pour qu'elle puisse se trouver, en fait. Et donc la Syrie, c'est un peu le bout du puzzle, peut-être manquant, mais aussi le plus dévastateur pour elle. Après son retour de Syrie, elle reste en France quelques temps. Elle a besoin de retourner cette fois-ci à Oran, d'où vient son père. Elle fait le chemin inverse d'Ilyes, qui lui fuit l'Algérie pour une vie meilleure, qui suppose meilleure en France. Alice, elle a besoin de retourner en Algérie pour au contraire se guérir. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, elle ne fuit plus. En réalité, enfin, elle ne raconte plus l'histoire des autres, mais la sienne. Oui, c'était... En fait, c'est un passage qui s'est un peu imposé pour moi, parce qu'en fait, le troisième ingrédient qui a fait que j'ai écrit ce roman, c'est aussi le personnage d'Ilyes. En fait, je me suis dit, mais finalement, la pulsion d'Alice, c'est la même que celle d'Ilyes. C'est juste que
qu'on les met pas au même niveau et que leur rencontre peut produire quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est vrai que ça en fait un roman déroutant. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a 2 romans en un, mais c'est précisément ça. C'était vraiment un roman que je voulais déroutant pour le lecteur, littéralement, et qui permettent à Alice de peut-être d'envisager à la fois un rapport critique au journalisme, pour ce qu'elle le fait. En fait, elle fait une autocritique aussi à ce moment-là, et un rapport au pays de son père, qui est évidemment aussi plein de mirages, puisque la question des origines est aussi une question pleine de mirages. Et donc, ce départ pour l'Algérie, cette volonté d'écrire des papiers différents aussi, des portraits de la migration, et puis ce rapport à l'histoire familiale qu'elle va mettre un petit peu de temps d'ailleurs à aller exhumer. Et tout simplement, comme je disais, vraiment le personnage d'Ilyes au cœur de la 2e partie du roman et de la 3e, qui est un personnage qui, en parallèle d'Alice qui est dans une quête existentielle, lui vit une quête vraiment pratique de comment je réussis à trouver du travail. Et son intensité à lui, elle vient des ultras, quelque chose qui m'a fascinée aussi, parce qu'en plus j'ai fait des articles journalistiques sur les ultras, et c'est une culture populaire que je trouve aussi pas assez présente dans les livres, donc c'était un petit hommage aussi à cette culture des ultras. Oui, alors il est supporter de foot. Et en France, il l'aura comme travail. Il sera livreur au bout de quelques mois. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a une grande asymétrie, une asymétrie sociale et économique entre Ilyes et Alice. Et en même temps, il y a une affection absolument profonde entre les deux. Oui, c'était vraiment. En fait, je voulais qu'il y ait cette fraternité et entre les deux. Et oui, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leurs histoires entrelacées qui à la fois apaise Alice et soutient l'élan d'Ilyes. Et Ilyes, Alice, c'est les mêmes sonorités, tout comme Wassila. Donc pour moi, c'est aussi tout simplement les visages du même désir, au fond, de fuite, d'errance, de voyage, d'ailleurs. Et avec, évidemment, pas les mêmes conditions. Pas les mêmes possibilités de déplacement. Parce que la couleur du passeport détermine le chemin de chacun, en fait. Mais Bassem, par contre, lui, en Égypte et qui est resté en Égypte, il avait plutôt raison finalement. Alice n'est pas restée. Alice est allée ailleurs. D'ailleurs, bon, je veux pas non plus raconter évidemment la suite, mais finalement l'amour n'a pas eu raison de leur ancrage, enfin, ça n'a pas réussi, ça n'a pas été suffisant pour que Alice reste véritablement en Égypte. Oui, je pense que au fond, et c'est un peu ce que dit Bassem à la fin du roman, mais ils étaient tous les deux analphabètes de la douceur, analphabètes de l'amour, de ce que ça demande comme capacité à se rendre vulnérable, à se montrer vulnérable à l'autre, à exprimer des émotions. Et c'est peut-être ça la trajectoire d'Alice, c'est qu'en fait, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi. Et au fond, il y a une forme de... Alors, peut-être enrobée dans du narcissisme et dans plein d'autres choses, mais il y a une haine de soi aussi. Il y a une volonté de se cacher derrière ces sujets, etc. Et oui, c'était ces trajectoires-là que je trouvais intéressantes. C'est où peut se loger l'amour ou les émotions quand on a une carrière comme ça, quand on a des ambitions comme ça, quand on se retrouve dans la grande histoire, et quel espace pour cette émotion. Alors même que c'est une émotion d'ailleurs profondément politique. Il y a Bell Hooks, l'afroféministe américaine, qui dit on ne peut pas lutter sans amour. Au contraire, c'est ça qui permet que les luttes résistent, se soudent, se transmettent aussi. Dans la grande histoire, il y a la petite histoire et celle d'Ilyes qu'on invisibiliserait et qui pourtant, me semble-t-il, a une des pistes éthiques les plus intéressantes, je trouve. Il dit la chose suivante, Ilyes: quand tu rencontres la vie, ne la laisse pas filer, invite-la chez toi. C'est sa mère, je crois, qui lui avait renseigné ça, et c'est ce qu'il va réciter à Alice. Oui, et en plus, c'est en arabe, en fait, la vie, c'est hayat. Et du coup, Hayat, c'est aussi un prénom de femme, donc je trouvais ça rigolo parce que la version arabe, c'est si tu rencontres Hayat, invite-la chez toi, mais c'est vraiment ça peut être une vraie femme, quoi. Et oui, je pense à quelque chose dans la sagesse d'Ilyes, de Wassila, ce rapport à la vie un peu plus brûlant, aussi plus terre à terre, mais qui fait que peut-être on l'apprécie mieux, plus. Alors bien sûr, je veux dire, je suis pas en train de romantiser ou d'idéaliser aussi des vécus difficiles, mais c'est vrai que peut-être c'est aussi des choses qu'on m'a transmis moi. Moi, j'ai grandi avec des grands-parents analphabètes, mes parents sont transfuges de classe, mais j'ai grandi dans un environnement où toutes ces sagesses-là, ces savoirs-là, ces cultures populaires-là, ils étaient invisibilisés, où on m'a dit non mais concentre-toi sur l'école en français, et voilà, le berbère. Et en fait, ma trajectoire littéraire, c'est aussi tout simplement trouver du temps et de l'espace pour raconter et rattraper peut-être ces héritages que j'ai pas eu le temps enfant de pleinement recevoir. Il y a des choses que l'on aime beaucoup, c'est les moments où on rencontre la vie. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question suivante. Que répondriez-vous à Ilyes, Quand est-ce que vous avez rencontré la vie pour la dernière fois ?
Ah ouais, c'est une c'est une très belle question. En fait, bon, spontanément, la vérité, c'est que j'ai pensé à l'homme avec lequel je partage ma vie, justement, qui me soutient dans toutes mes aventures et dans toutes mes folies aussi. Mais peut-être c'est grâce à lui aussi, donc il y a un moment, c'était en 2013, mais c'est aussi grâce à lui que je pense que je continue à faire rentrer des gens dans ma vie, des amitiés, des auteurs que je rencontre, et peut-être j'ai appris à ne pas avoir peur peut-être de ce que ça demande de faire entrer des gens dans sa vie qu'on ne connaît pas, des inconnus. Et voilà ce qui me vient. Alors vous avez choisi une chanson, Get It Right, Yes. 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 6 12 ما نغشكو انتو ال 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 و6 12 5 6 7 6 6 12 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 و6 12 ما نغشكو انتو ال 12 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 و6 12 ما نغشكو انتو ال 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 و6 12 ما نغشكو انتو ال 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 و6 12 ما نغشكو انتو ال 12 Young girl Young boy Get it right, get it wrong Get it loud, get it strong Get it young, get it front Get it yours, get it done, get it done, get it done 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 و6 12 ما نغشكو انتو ال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 و6 12 5 6 7 6 و6 12 ما نغشكو انتو الثلاثة ما نغشكو انتو 12 Get it high, get it sharp Get it right and get it fast Let it clash, let it crash Let it shine or let it die, let it die, let it die Young girl, get it young Young boy, get it front Young girl, let it clap Young boy, let it clash Get it now, get it fast Get it now, get it fast Get young girl Hajar, pourquoi ce choix de chanson alors qui, pour des générations, résonne énormément, donne beaucoup de sens? C'est vraiment c'est une musique que j'écoutais beaucoup et que j'écoute encore, que je trouve très festive.
J'adore Yas et le groupe Yasmine Hamdan, et c'est effectivement vraiment ce qu'on écoutait à l'époque en 2010-2011, cette époque des révolutions, et puis c'est une chanson de fête qu'on imagine bien entendre dans les bars de Beyrouth, de Ashrafi et de Gemaïse et de Mar Mikhaël. Donc voilà, ça me rappelait tout ça, et puis les paroles sont rigolotes aussi. Enfin, c'est une jeune fille qui veut de l'aventure, donc on reste dans le thème. Justement, dans les aventures qui se présentent pour vous, c'est une question classique dans Craquer l'époque. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Comment vous envisagez de poursuivre dans l'écriture ou d'ailleurs dans d'autres choses ? Comme l'écriture est une passion dévorante, comme le disait tout à l'heure Aragon, je poursuis avec un 3e roman, je suis pleine d'écriture de ce 3e, où il sera question d'un écrivain oublié de la ville de Tanger. Tanger, ville de mythe, puisque c'est la ville de la Beat Generation, mais que je vais revisiter cette fois pour raconter l'histoire de cet écrivain qui est apparemment oublié, mais dont certains se souviennent. Et ce sera plutôt l'histoire de ceux qui se souviennent de lui dans des cercles interlopes de la ville de Tanger, que j'aime beaucoup, qui est la ville de ma famille paternelle. Donc maintenant, il faut l'écrire, mais voilà, comme ça, je me mets la pression en vous en parlant déjà. Et cette fois-ci, on sera au Maroc. Bon, on a hâte en tout cas de lire ce 3e roman. Pendant la pause musicale, vous avez quand même aussi nous avez donné la nouvelle de votre future traduction en italien du sens de la fuite. Ça, c'est pour bientôt aussi. Oui, c'est début 2026 et j'ai très hâte. Bien, Hajar Hazel, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, La Gaieté Lyrique, Les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.